Bonjour à toutes et à tous. Comme vient de l'expliquer Olivier, j'interviens sur la question du bilan carbone de différentes manières, et ce depuis assez longtemps, étant donné que j'ai commencé à faire ça. J'ai été moi-même formé à cette méthode en début 2004, et j'ai officié sous deux casquettes pendant plusieurs années, à la fois en tant que formateur que je pratique donc depuis 2005, mais également en tant que consultant jusqu'en 2012-13. Et j'ai recentré mes activités sur la formation uniquement depuis cette période, et donc depuis que j'ai pris la direction de l'Institut de formation carbone, qui est en fait l'organisme qui te délivre toutes les formations à cette méthode. Euh, je dirais principalement en France, mais également dès lors que dans tous les pays francophones, dont on a régulièrement certains de vos compatriotes qui participent à nos formations. Alors, je ne sais pas si j'ai pas du tout regardé toute la liste des participants aujourd'hui, si certains d'entre vous ont déjà été partie prenante d'une de nos formations. Voilà, donc c'est simplement pour resituer un petit peu les choses. Alors, concernant le sujet du jour, j'ai préparé quelques éléments pour faire un petit peu le tour de la question de ce qu'est un bilan carbone et puis à quoi ça sert, pourquoi on peut en faire un, notamment quand on est à la tête d'une entreprise. J'aurais tendance à dire de quelque taille que ce soit, mais je vais revenir un petit peu là-dessus. Alors, je vous propose d'aborder trois sujets principaux que sont, avant même de poser, je dirais, la question de cette méthode en particulier, qui est la méthode bilan carbone, c'est finalement d'avoir quelques éléments un petit peu de compréhension concernant les principes du calcul des émissions de gaz à effet de serre, parce que finalement, c'est sous-jacent à tout le reste. Et je dirais qu'il faut avoir en tête une bonne compréhension de ce dont il s'agit ici, pour ensuite, finalement, décider de faire ou de ne pas faire. Enfin, on verra par la suite. Donc, je vais commencer par ce premier point. Ensuite, j'aborderai de façon plus complète et plus spécifique ce qui peut caractériser la méthode bilan carbone en tant que telle, et pour ensuite aborder la question du pourquoi en faire un, ce qui permettra, je pense, également d'aborder les questions que vous ne manquerez pas de poser, je pense, à ce sujet. Alors, je commence par le premier point, à savoir les principes fondamentaux du calcul des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on parle ici finalement, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs dimensions quand on est sur ce sujet-là, à savoir calculer les émissions de gaz à effet de serre. Ça peut s'appliquer de différentes manières, soit à l'échelle d'une organisation complète, donc vous faites le bilan des émissions pour votre entreprise, pour votre organisation. On peut aussi l'envisager sous l'angle, réaliser ça à l'échelle d'un seul produit ou d'un service. Donc là, on sera plus dans une optique je dirais, d'approche un petit peu qui s'apparente à ce qu'on appelle communément des analyses de cycle de vie. C'est d'élaborer quelque part quel est l'impact carbone de tel produit ou de tel service. Principalement, c'est ça. Et puis, on peut aussi imaginer faire ce type d'exercice, non pas à l'échelle d'un produit ni d'une organisation, mais également à l'échelle beaucoup plus large d'un territoire, ou même d'un territoire, que ce soit un territoire régional, local ou même national. Donc, je dirais que fondamentalement, il y a plusieurs dimensions qui peuvent être envisagées pour faire ce type d'exercice et d'inventaire ou de calcul. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que dès lors que vous décidez de réaliser justement le bilan des émissions de votre activité, des émissions de gaz à effet de serre, un des premiers points absolument fondamentaux à traiter et à aborder, ça va être la question du périmètre. À savoir, finalement, et on va voir que ça peut se décliner sous différentes, je dirais, ça englobe, la notion de périmètre englobe potentiellement plusieurs choses. Mais il est absolument essentiel que vous soyez clair sur la définition de sur quoi ça va porter. Parce que autant quand on est dans une démarche, je dirais, si je fais un parallèle, parce que je pense que dans mon discours, je vais assez régulièrement utiliser un parallèle avec quelque chose que vous connaissez bien, qui est la comptabilité financière. Autant pour la comptabilité financière, le périmètre pris en compte est relativement simple, on va dire c'est le périmètre juridique. Autant quand on est dans une démarche de calcul des émissions de gaz à effet de serre, eh bien c'est quelque chose qui est beaucoup plus
beaucoup plus large et qui va justement soulever un certain nombre de questions dans pas mal de situations. Mais par contre, il est essentiel de bien déterminer voilà, sur quoi ça va porter, qu'est-ce que je vais comptabiliser et sur quoi ça va porter. Et finalement, ce n'est pas forcément toujours évident d'avoir les idées claires là-dessus. C'est pour ça que j'insiste un petit peu par rapport à ça. Et ce que l'on recommande de faire quand on débute sur ce genre d'exercice, c'est de faire une première photographie du fonctionnement de votre organisation, indépendamment de la question des gaz à effet de serre en tant que tel, parce que ça, c'est, je dirais, l'étape d'après, mais déjà de se poser la question de savoir finalement votre organisation, quand elle fonctionne, votre entreprise, son fonctionnement normal, qu'est-ce qui la caractérise pour que, au cours d'une période donnée, quelle qu'elle soit, votre entreprise fonctionne comme elle le fait. Et ce qu'on va essayer de voir, et c'est pour ça que j'ai mentionné sur la diapo ici une cartographie de flux, c'est-à-dire d'essayer de représenter de manière graphique eh bien, ce qui caractérise le fonctionnement normal de votre organisation au cours d'une période qui sera la plupart du temps une période annuelle, et ce qui caractérise ça en particulier et plus spécifiquement sous l'aspect des flux, ce qu'on va appeler des flux physiques. C'est-à-dire que on va essayer de, voilà, on peut illustrer finalement ce qui va se passer au sein même de votre entité, de vos locaux, de vos sites, etc., sur lesquels vous allez utiliser différentes sources d'énergie, que ce soit pour les machines, les bâtiments, que ce soit pour les déplacements en local ou ailleurs, déplacements de personnes, de marchandises, mais toute activité, quelle qu'elle soit, a besoin aussi, à un moment donné, de s'approvisionner. Alors que ça peut être en matière première, en achat de quoi que ce soit pour son propre fonctionnement. Donc, c'est quelque chose qui va être nécessaire. Hein. Si vous n'avez plus de matière première, votre activité va assez rapidement s'arrêter. Ces matières premières ou ces achats au sens large, hein, on met sous cette étiquette-là, il y a marqué matériaux entrants ici, mais c'est plutôt achats au sens large, vont nécessairement être fournis, envoyés par vos fournisseurs. Donc, ça veut dire que dans l'intervalle, il va y avoir un autre flux physique qui va être le transport amont. Et puis, si vous êtes dans une activité de fabrication de quelque chose, vous achetez vos matières premières que vous transformez, que vous assemblez pour fabriquer le ou les produits de votre activité, lesquels produits vont ensuite partir pour aller vers les autres acteurs de la chaîne jusqu'à l'utilisateur final en bout de chaîne. Donc, tout ceci se caractérise par des flux physiques. Et en fait, quand on fait un bilan carbone, comme je reviens tout à l'heure, tout ce qui nous intéresse, c'est d'identifier justement tous les flux physiques qui sont en jeu, étant donné que derrière tous les flux physiques, on a majoritairement des consommations d'énergie, lesquelles donnent lieu à des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça qu'on a ce type d'approche un petit peu graphique au départ. On va aussi s'intéresser à tout ce qui relève des déplacements et des transports de personnes, que ce soit les employés pour leur déplacement domicile-travail, leur déplacement professionnel, mais également les visiteurs, de même que les clients. D'accord. On aura un sujet qui va porter sur les déchets. Les déchets, c'est le contenu de vos poubelles, de quoi est-il fait et qu'est-ce qu'il devient. De même que ça va, si vous voulez, le principe, un peu en reprenant la logique d'analyse de cycle de vie, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à quels seront les impacts, entre guillemets, particulièrement carbone, de l'utilisation du produit par l'utilisateur final, et de même qu'en fin de vie, hein, une fois que le produit a terminé et ne peut plus fonctionner comme il se doit, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il finit dans un incinérateur? Est-ce qu'il est recyclé? Est-ce qu'il est stocké quelque part, etc. Bref, tout ce cycle-là va rentrer en ligne de compte. Et il y aura également un sujet qui va concerner, on va dire, les achats, mais qui sont des achats de biens à durée longue, que sont les équipements, les machines, l'immobilier, les véhicules, l'informatique, etc., qui feront aussi partie du périmètre. Donc, en fait, cette représentation que l'on fait, alors là, c'est un schéma très simplifié, hein, avec des petites images et tout ça, en situation réelle, on se pose tout un tas de questions, on construit ce type de cartographie, principalement pour en arriver à la question finale, à la fin, qui est de se dire, bon, est-ce que le périmètre de mon bilan d'émissions de gaz à effet de serre, est-ce que ça va être tout ça? Ou bien est-ce que dans tout ce que je viens de représenter ici, un ou plusieurs postes pourront ne pas être pris en compte dans le bilan d'émissions? Or, pour pouvoir répondre à cette question, eh bien, il faut s'en poser une autre. Et il faut se dire, tiens, si j'envisage d'exclure du périmètre tel ou tel poste que j'ai affiché à l'écran, en fait, je fais l'hypothèse que, en réalité, ce poste-là, ce flux-là,
n'existe plus. Et la question qui se pose, c'est si le flux en question n'existe plus, en quoi ça impacte le fonctionnement normal de mon activité? Si je dis ça d'une autre manière, si je dis, bah, tiens, je décide de ne pas prendre en compte les déplacements domicile-travail des employés. Je fais l'hypothèse que les employés ne viennent plus au travail. En quoi ça va impacter l'activité normale de mon entreprise? Sans doute de manière très significative. Donc, si je réponds que ça impacte de manière significative, je ne peux pas faire, comment dire, l'impasse et dire ça, j'en tiens pas compte. D'accord? Donc, en fait, pour faire très court, ce type d'approche va faire que assez vite, on se rend compte que dans n'importe quelle organisation, il n'y a pas grand-chose qui, entre guillemets, ne sert à rien. C'est logique, mais c'est parfois utile de rappeler. On pourra peut-être trouver quelques cas de figure qui relèvent plus de l'exception que de la règle, qui seront des flux très, très, très périphériques au cœur d'activité même de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point de savoir finalement quel va être le périmètre et d'une manière générale, en fait, on va s'intéresser à tout ce qui va de l'amont à l'aval, en se posant la question de savoir, c'est vrai que derrière, je sais que vous-même peut-être vous posez des questions, vous en poserez le jour où vous déciderez de faire ce type d'exercice, mais qui seront de différentes natures, du type responsabilité. Si je fais voilà, le bilan d'émissions de l'entreprise que j'ai représenté ici au milieu de la diapo, il est évident qu'elle n'est pas, entre guillemets, responsable des émissions ni de ses fournisseurs, ni de ses transporteurs, ni de ce qui se passe ensuite pour ses employés, etc. La notion de responsabilité, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse au premier chef, parce que sinon, c'est excessivement restrictif. Si on s'en tient à uniquement ce sur quoi une entreprise est responsable, de manière officielle, voire même juridique, on se limitera à ce qui se passe dans ses murs, et pas grand-chose autour. Or là, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de savoir si vous êtes responsable ou non des émissions qu'on va essayer de déterminer par la suite, mais c'est de savoir si vous êtes en capacité de prendre des décisions et de faire des choix, donc de mettre en place des actions qui, à un moment donné, vous permettront à ce que l'ensemble de l'impact soit moins important. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc, vous pouvez, vis-à-vis de vos fournisseurs, faire des choix. Alors, bien évidemment, c'est pas toujours simple, c'est loin d'être simple même, mais d'opter pour des produits dont l'impact à la fabrication sera moins élevé, ou des modes de transport qui seront moins rapides et donc moins élevés en termes d'impact, moins élevés, etc., etc. On est toujours en situation où on fait des choix par rapport à des contraintes, mais c'est dans cette optique-là, si vous voulez, qu'on va essayer de faire ce type de photographie. Donc, cette première partie de cartographie donne une première image qui va permettre de définir un périmètre, le périmètre de l'étude en quelque sorte. Sachant que le terme de périmètre, ça va finalement aussi, dans l'esprit de beaucoup, ça peut englober finalement plusieurs choses. Et là, j'en ai mis 3 qui sont les plus, je dirais, les plus fréquents. Ça va être ce qu'on appelle le périmètre organisationnel. Alors, le périmètre organisationnel, ça n'est ni plus ni moins que, eh bien, de quoi est constituée votre entreprise. Hein, vous avez un siège, une société mère avec des filiales ou bien des agences. Bref, j'aurais tendance à dire c'est la structure juridique en tant qu'entité avec ses extensions, avec des filiales éventuellement, les filiales qui sont contrôlées majoritairement ou non. Bref, c'est ce qui peut être déjà au départ constituer justement une première signification de ce qu'on va entendre par périmètre, sachant que sur ce périmètre organisationnel, on pourra appliquer la réflexion, l'image, la cartographie dont je viens de vous parler, c'est de se poser la question, quels sont justement tous les flux nécessaires au fonctionnement de cette organisation au sens large, telle qu'elle aura été définie. Une autre notion de périmètre, et certains d'entre vous, et d'ailleurs Olivier l'évoquait rapidement, c'est ce qu'on va appeler le périmètre opérationnel, et cette fois-ci, justement, du point de vue des émissions de gaz à effet de serre sur lesquelles je vais revenir. Parce qu'il est de plus en plus, enfin, ça fait un certain temps maintenant, on évoque des notions justement de scope, périmètre, et c'est scope en anglais, c'est à peu près pareil, avec scope 1, 2, 3, et donc il y a aussi cette notion-là qui intervient. Donc, ça vient croiser la notion de périmètre organisationnel. Organisationnel, c'est encore une fois l'ensemble de l'organisation. Ce qui est
le périmètre dit opérationnel, ça va être finalement les différents niveaux entre, de nouveau, cette structure assez classique que l'on retrouve scope 1, 2, 3, avec schématiquement ce que vous avez ici mentionné. C'est scope 1, c'est ce qui se passe chez vous. En clair, c'est quels sont les impacts et les émissions qui sont engendrées par de façon très courte, vos usages de l'énergie dans vos bâtiments, voire vos émissions non énergétiques. Le scope 2, c'est presque la même chose, si ce n'est que c'est l'utilisation d'énergie dont vous n'êtes pas à l'origine de la production, ça va être l'électricité ou les réseaux de chaleur. Et le scope 3, c'est tout le reste. C'est-à-dire, on distingue généralement le scope 3 amont du scope 3 aval. Par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, ça sera l'amont pour les achats, les déplacements de personnes, le fret amont, etc. Et pour l'aval, ça sera l'utilisation, la fin de vie des produits, ainsi que le transport aval, etc. Donc, c'est une autre façon d'évoquer la question d'un périmètre par rapport à une étude de ce type-là. Et pour finir, il y en a un autre qu'il ne faut pas oublier, ça va être le périmètre temporel. C'est-à-dire que quand on va vouloir faire ce type d'exercice, eh bien, inévitablement, il va falloir se poser la question de sur quelle période. Alors, je dirais que la très, très grande majorité des diagnostics et des bilans d'émissions qui sont faits le sont sur des périodes annuelles. On se cale en général sur une période de 12 mois, alors, qui va correspondre en général à la période de référence fiscale comptable. Est-ce que c'est une année calendaire? Est-ce que c'est une année fiscale? Là-dessus, il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas de privilège ou de choix privilégié pour ça. Il faut savoir qu'on peut aussi envisager de faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre sur autre chose qu'un an, parce qu'on peut faire un ciblage plus fin sur un événement qui peut durer quelques jours, quelques semaines. On pourrait même s'amuser, si je peux dire, à faire le bilan de ce webinaire qui va durer 3 heures, 2 heures. Donc, on peut réduire ça à cette dimension-là, ou au contraire, sur des projets qui, eux, auront des durées beaucoup plus longues. Alors, ça peut être quelques mois ou quelques années, projets d'infrastructure, etc. Donc, ça fait aussi partie des points à bien préciser au départ quand il s'agit de définir le périmètre de l'étude que l'on va réaliser. Sachant que, et j'y reviendrai sans doute par la suite, la notion de périmètre est à l'origine de nombreuses, j'aurais tendance à dire, manipulations de la part de ceux qui sont derrière, étant donné que vous comprenez que dès lors que vous allez réduire, en général, ça marche dans ce sens-là. Il y a très peu de gens qui disent qu'ils veulent en rajouter. En général, il y a des actions qui vont dans le sens de dire, ben, ça, on ne va pas en tenir compte, c'est pas nous, pour différentes raisons qui sont toutes contestables, mais il y a beaucoup d'acteurs qui vont dans ce sens pour essayer de ne pas prendre en compte certaines choses, de réduire le périmètre, pour ensuite avoir une communication qui leur semble être plus vertueuse en réduisant la note, entre guillemets. Or, ça, c'est justement, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, c'est quelque chose qui n'est pas du tout envisageable. Alors, une fois qu'on a bien défini le périmètre, ensuite va se poser la question de comment on va déterminer finalement les émissions qui sont engendrées par notre activité. Et pour cela, il y a une phase incontournable quand on fait ce type d'exercice, c'est de faire un petit peu, à partir du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, de faire un petit peu l'inventaire de toutes les données dont on va avoir besoin pour faire des calculs derrière. Les telles données seront à 99%, alors ça c'est le français qui parle en disant 99, donc ça serait 99% des données que l'on va appeler des données avec des unités physiques. Étant donné qu'encore une fois, ce qui nous intéresse ici au premier chef, c'est de déterminer quels sont les flux physiques de votre activité pour en déduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont derrière. Alors, je sais pertinemment que dans certains cas, où il y a certaines options qui existent, essayer entre guillemets, de se rabattre sur des flux financiers, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus simple de trouver des données financières que de trouver des données physiques. Et donc, beaucoup ont recours à ça, et à partir de ratios, qui seront des ratios moyens, etc. J'y reviendrai sans doute, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec énormément de précautions, surtout si on veut obtenir quelque chose qui soit un tant soit peu pertinent et opérationnel. Donc, sur la phase calcul, on a donc cette étape qui va consister à rassembler un grand nombre de données d'activité en unités physiques principalement. Et c'est quelque chose qui, quand on fait l'exercice la première fois, encore une fois, si parmi vous,
vous n'avez jamais fait ce type de bilan, je vous dis d'entrée de jeu que la première fois que vous déciderez de faire ça, la phase de récupération des données qui est nécessaire est une phase qui sera relativement longue, relativement fastidieuse, tout simplement parce que vous allez avoir besoin de trouver des données que vous n'êtes pas habitué à collecter et à stocker de façon systématique. La plupart des données sont disponibles quelque part, mais vous ne stockez pas forcément cette information parce que jusqu'à présent, vous n'en avez pas eu besoin par ailleurs. Donc, je dirais, c'est le point commun de tous ceux qui s'engagent dans ce type de démarche. Mais donc, on va bien évidemment s'intéresser aux flux qui sont nécessaires pendant, alors là j'ai mis 1 an, hein, encore une fois, parce que c'est le cas de figure le plus fréquent, et on va rassembler tout un tas de données qui vont concerner les consommations d'énergie, que ce soit pour les machines, les véhicules, l'électricité, etc. De même que ce qu'on appelle communément les émissions ou les flux non énergétiques. C'est-à-dire, ça va être le fait qu'il y ait des fuites de gaz frigo dans certaines installations ou des émanations de certains gaz qui sont des gaz à effet de serre liés par exemple, à la décomposition de matière organique, à l'utilisation ou des réactions chimiques dans certains process, donc qui ne résultent pas directement de l'usage de l'énergie. Donc, on va avoir ça également qui va entrer en ligne de compte. On aura tout ce qui relève du transport de personnes, de marchandises, dans tous les sens, entrant, sortant, interne, etc. Je l'évoquais brièvement, les déchets. Donc, quels sont les déchets qui sont engendrés, générés par votre activité? De quelle nature sont-ils? Et surtout, où est-ce qu'ils finissent? Parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser au final, c'est de savoir si vous avez des déchets plastiques qui sont incinérés, eh bien, le plastique, c'est du pétrole, et si on le fait brûler, ça va faire du CO2 en particulier. Donc, la destination et le mode de traitement seront un élément tout à fait important à prendre en compte. Vous avez également ce qui sera plutôt des services. Alors, il y a des produits, mais également des services. Je l'évoquais, les immobilisations, donc les machines, les véhicules, les bâtiments, etc. Et jusqu'au bout, les questions qui vont se poser, c'est de savoir les produits que vous vendez, au bout de la chaîne, qu'est-ce qu'ils deviennent, comment sont-ils utilisés, est-ce que lors de leur utilisation, cela nécessite peut-être des consommations d'énergie? Vous vendez un appareil qu'il faut brancher pour le faire fonctionner, brancher une prise électrique, eh bien, il va falloir se poser la question de savoir bien, quelle est la fréquence d'utilisation et sur sa durée de vie, quelle va être la quantité totale d'électricité qui va être nécessaire pour que ce produit fonctionne. Donc ça, c'est la phase d'utilisation. Et puis la phase fin de vie, c'est une fois que le produit ne fonctionne plus, que devient-il? Et encore une fois, quels sont les impacts associés à ça? Donc tous ces postes-là sont synonymes de ce qu'on appelle des données d'activité, encore une fois, qui devront être majoritairement des données en unités physiques. Et pour transformer ces données en unités physiques en leur équivalent gaz à effet de serre, et donc en équivalent CO2, eh bien, on va avoir recours, et c'est la caractéristique de toutes les méthodes et de tous les outils, quels qu'ils soient, qui vous permettent de faire ce type d'exercice, c'est qu'on va avoir recours à ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Un facteur d'émission, ça n'est ni plus ni moins qu'un coefficient qui vous permet de convertir une donnée en unité physique dans son équivalent gaz à effet de serre. D'accord? J'ai ici, sur la diapo, je mets un exemple très simple. Vous avez des consommations de gazole. On a par ailleurs le facteur d'émission de combustion du gazole, qui est que si je fais brûler 1 litre de gazole, j'ai en échange 3,17 kg de CO2 qui est émis. Et donc, le calcul de mes émissions, si j'ai utilisé et consommé 10 litres de gazole, ça sera simplement de multiplier 10 litres fois 3,17. Donc, j'aurai à peu près 32 kg de CO2 équivalent. Donc, ça, c'est le principe. Donc, je dirais que la phase calcul, en tant que tel, le calcul lui-même, il est d'une simplicité biblique. C'est des multiplications et des additions. Là où la difficulté réside principalement, c'est d'une part de rassembler toutes les données dont on a besoin pour faire des calculs les plus complets et les plus précis possibles. Et d'autre part, c'est d'avoir accès aux facteurs d'émission qui sont nécessaires. Alors, et c'est là aussi, c'est un sujet qui est en évolution permanente, à savoir la richesse de bases de données de facteurs d'émission qui permettent de couvrir comme ça
des cas de figure, soit très spécifiques, soit moins, parce que pour l'instant, il n'a pas été possible d'avoir des facteurs d'émission plus précis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces facteurs d'émission, qui sont quand même au cœur de tout le calcul qui est établi, eh bien, ces facteurs d'émission sont eux-mêmes le résultat d'études qui sont faites en amont. Donc, ce sont des travaux et des études qui nécessitent beaucoup je dirais, de temps et de moyens pour avoir quelque chose de complet. Ce sont ni plus ni moins que des études d'impact pour se poser la question, ben, tiens, la fabrication de tel type de matériaux, qu'est-ce qu'elle nécessite, quel est en fait tout le processus qui va être nécessaire entre l'extraction initiale d'une matière première naturelle, toutes les étapes de transformation qu'il peut y avoir jusqu'à l'obtention du produit en question, quelle que soit sa complexité, quelles que soient ses caractéristiques. Et ça nécessite de faire des études assez fines, d'où le fait que quand on s'intéresse aux facteurs d'émission, il y a des cas de figure qui sont très bien étudiés, d'autres qui le sont moins, ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, on a toujours un petit peu cette limite, si je peux dire, ou cet arbitrage à faire quand on fait le calcul des émissions au sens large. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est la première étape, définition d'un périmètre. Il faut être clair là-dessus. Deuxième étape, on rassemble des données, on fait le calcul. Et troisième étape, ça va principalement être finalement la restitution des résultats. Et c'est là où vous avez sans doute déjà entendu, et soit vous connaissez, soit vous avez déjà pratiqué, etc. Finalement, vous avez des appellations qui paraissent être assez différentes. J'ai mis les principales à l'écran, qui vont être, par exemple, vous allez entendre parler du GHG protocole, qui est un référentiel à l'origine anglo-saxon. Vous avez également une norme ISO, qui est la norme ISO. Alors, en fait, il y en a deux, c'est la 14064 et 69. Si vous avez des activités françaises qui sont concernées, vous avez également le bilan GES réglementaire français, qui a aussi défini un certain nombre de règles, encore une fois, de format de restitution. Et puis, je vais y venir dans un instant, vous avez la méthode bilan carbone, qui finalement n'impose pas de format de restitution particulier. Ce qui caractérise les trois autres référentiels que j'ai mis à l'écran, c'est que ce sont des référentiels qui imposent un format de restitution, c'est-à-dire que quand vous communiquez vos résultats dans l'un ou l'autre de ces référentiels, vous devez suivre justement un format prédéterminé. Un petit peu, encore une fois, si on fait le parallèle avec la comptabilité financière, le compte de résultat, le bilan doivent respecter un format très particulier et prédéterminé. Là, c'est un peu pareil, à savoir que voilà, ça s'inscrit dans cette logique-là. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que quand bien même ces référentiels ont des origines et des appellations différentes, en substance, ils sont très, très similaires les uns par rapport aux autres. Je ne dis pas qu'ils sont identiques, mais il y a quelques petites différences, mais qui sont assez mineures. Donc, au-delà des appellations, il ne faut pas croire que le GHG protocole ou l'ISO ou même le bilan carbone sont des approches radicalement différentes d'un même sujet. Absolument pas. C'est à la base, tous fonctionnent sur le même principe, un périmètre, des données d'activité, des facteurs d'émission pour faire les calculs. Et puis ensuite, il y a quelques variantes sur comment on présente les résultats. Et ça n'est que à cette étape-là que les choses se distinguent un petit peu. Et encore une fois, quand vous voyez les formats de restitution, je ne vous ai pas fait des captures d'écran ici, mais on voit bien qu'il y a un air de famille très, très marqué entre tous ces référentiels. Alors ça, c'est de manière un petit peu générale. Ce que je vous proposais, c'était de voir de manière maintenant complémentaire la méthode bilan carbone. Alors, tout ce que je viens de dire est totalement applicable dans le cadre de la méthode bilan carbone. C'est-à-dire que quand on fait un bilan carbone, on va bien évidemment, de la même manière, devoir définir un périmètre, rassembler des données d'activité, utiliser des outils pour faire le calcul avec des facteurs d'émission, etc. Donc tout ça, ça s'applique. Mais je vais donner ici quelques éléments complémentaires sur cette méthode en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on appelle et qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone et finalement, qu'est-ce que c'est que la méthode bilan carbone? Alors, je vous propose tout d'abord une définition générale qui permet de rappeler ce dont il s'agit. C'est donc clairement une méthode d'évaluation
des émissions humaines de gaz à effet de serre dans l'optique de mettre en place une stratégie bas carbone. C'est-à-dire que c'est important de rappeler ici que la méthode bilan carbone, c'est l'ensemble de ce que je mets à l'écran maintenant, à savoir bien évidemment une phase, on va dire, de comptabilisation qui, la plupart du temps, et surtout lors des premiers exercices, la phase qui occupe le plus, parce que, encore une fois, ça prend un certain temps de faire ça, mais c'est également, ça ne s'arrête pas là. Je veux dire, la méthode bilan carbone, ce n'est pas juste un outil de comptabilisation, de compta carbone, parce que la méthode dans son ensemble prévoit, et c'est surtout d'impulser une démarche, c'est-à-dire d'inciter les acteurs qui font ce type d'exercice de réfléchir et d'identifier des pistes d'action de réduction de leurs émissions, de faire un suivi. On ne fait pas un bilan carbone juste une fois pour voir, et puis après, on passe business as usual. Ça doit clairement s'inscrire dans une démarche dans le temps et dans la durée, donc avec suivi et actualisation, mise à jour. Et de même que, on aura sans doute l'occasion d'en parler, ça permet également d'appliquer des éléments de questionnement et de réflexion qui seront beaucoup plus de nature stratégique, parce que sous certains aspects, finalement, on va interroger le mode de fonctionnement même de l'organisation, et dans certains cas, ça se limite à des questions plutôt techniques ou organisationnelles, mais dans d'autres cas, ça va également toucher à des aspects qui sont de nature beaucoup plus stratégique. Un bilan carbone, par défaut, c'est l'ensemble du périmètre, c'est-à-dire l'ensemble des émissions directes et indirectes. Je précise ça étant donné que vous avez parfois, alors c'était le cas, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'était le cas du bilan GES réglementaire français qui, jusqu'à présent, ça va changer prochainement, n'obligeait quelques entreprises de ne faire que ce qu'on appelle les émissions directes, c'est-à-dire le scope 1 et 2, et laisser libre de manière volontaire d'aborder ou non le scope 3, donc tout le reste. Pendant très longtemps, le GHG protocole que j'évoquais tout à l'heure également, en fait, était limité encore une fois aux émissions directes, scope 1 et 2, le scope 3 n'étant intervenu que plus tard. Donc, alors que le bilan carbone, depuis sa création, a toujours été sur le principe de prendre en compte l'ensemble des émissions, c'est-à-dire l'ensemble des émissions directes et indirectes. D'accord ? Et c'est une méthode qui a bientôt 20 ans d'existence, qui a été diffusée au départ par l'ADEME, laquelle, donc l'ADEME étant l'agence l'agence publique en France de tout ce qui est question énergie-environnement. Sachez d'ailleurs que l'ADEME ne s'appelle plus l'ADEME depuis peu. On continue à l'appeler l'ADEME. C'est l'agence de la transition écologique. Hein. Mais je pense que le nom ADEME restera, comme souvent, des acronymes qui restent gravés pour encore un certain temps. Donc, l'ADEME a été porteuse de la diffusion de cette méthode entre 2002-2003 jusqu'en 2011, date à laquelle, notamment dans le cadre de la réglementation, il a été décidé que cette méthode ne lui appartienne plus. Et donc, cette méthode a été en fait transférée et cédée à une structure associative qui, à l'origine, s'appelait l'association Bilan Carbone. Donc, depuis 2011, si vous voulez, la méthode Bilan Carbone n'appartient plus à l'ADEME. C'est l'association Bilan Carbone qui, elle aussi, a changé de nom il n'y a pas longtemps, qui s'appelle maintenant l'Association pour la transition bas carbone. Donc, ça fait toujours ABC, ils ont gardé l'acronyme, donc c'est l'ABC, qui est officiellement propriétaire de cette méthode et en charge de l'évolution, tant au niveau méthodo que des outils qui sont utilisés. Alors, si je poursuis sur qu'est-ce qu'un bilan carbone et ce qui caractérise en fait cette méthode, je dirais que fondamentalement, l'approche et la méthode bilan carbone visent à impulser une démarche interne. On est fondamentalement dans une approche de type audit interne. C'est-à-dire, on se pose des questions de savoir faire un état des lieux sur justement à la fois l'impact de l'activité en termes d'émissions de gaz à effet de serre et des actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce que ça marque une certaine différence par rapport aux autres référentiels que j'ai déjà évoqués, pour lesquels la finalité première est une finalité de type reporting, c'est-à-dire de communication d'informations vers l'extérieur. Ce qui, en fait, justifie le fait que ces référentiels, donc l'ISO, le GHG protocole,
encore une fois, la réglementation en France, étant donné que leur objectif premier, principal, c'est d'inciter ou de contraindre, dans certains cas, les entreprises et les organisations à communiquer sur leurs résultats, ils ont défini un format de restitution unique et homogène, ce qui n'est pas le cas d'un bilan carbone standard, je dirais. À l'origine, le bilan carbone, vous faites un calcul, vous avez un récapitulatif de vos calculs, vous n'avez pas un format de restitution spécifique, encore une fois, parce que la finalité première d'un bilan carbone, c'est surtout de servir, je dirais, d'outil d'aide à la décision en interne, avant de servir d'outil de reporting. Alors, avec le temps, les choses ont fait que ce que vous faites avec les outils de bilan carbone vous permet aussi de répondre au format de restitution de ces différents référentiels. Donc, encore une fois, ça montre bien que les deux ou trois ne sont pas si différents les uns que les autres. Mais en termes d'état d'esprit et de philosophie, les choses sont quand même importantes à souligner de ce côté-là. J'évoquais tout à l'heure le périmètre temporel. Dans un bilan carbone, ça peut se faire bien évidemment sur une période annuelle, ce qui est le cas le plus majoritaire et de loin. Mais on peut faire un bilan carbone d'un événement, d'un produit, d'un projet qui va durer plus ou moins longtemps. Ça n'est pas limitatif. Certains référentiels se calent vraiment, le GHG protocole notamment, sur une temporalité qui sera une période annuelle, sans autres alternatives en particulier. Sans que je rentre plus finement dans le détail un peu technique du point que je viens d'afficher, c'est que, et là encore, comparativement aux autres référentiels, vous avez une petite, j'aurais tendance à dire, une petite subtilité ou caractéristique de la méthode bilan carbone au niveau des gaz à effet de serre qui sont pris en compte. À savoir qu'on a coutume de distinguer ce qu'on appelle communément les gaz à effet de serre dits de Kyoto, c'est-à-dire ceux faisant explicitement partie du protocole de Kyoto. Donc vous avez 7 gaz qui font, donc 7, qui font partie de ce protocole, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls gaz à effet de serre. Or, dans l'approche bilan carbone, l'approche a toujours été de prendre en compte tout ce qui, d'un point de vue physique, peut avoir justement une contribution au renforcement de l'effet de serre, que ça fasse partie d'un protocole X ou Y ou pas. Et donc là, vous avez quelques cas qui seront pris en compte dans un bilan carbone, qu'on va appeler communément des gaz dits hors Kyoto, et qui potentiellement ne seraient pas pris en compte dans un GHG protocole ou dans un ISO qui, eux, sont a priori centrés sur les gaz de Kyoto. Donc, vous voyez ce genre de petites nuances. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça a une grosse incidence derrière? Dans la majorité des cas, pas beaucoup, si ce n'est sur le volet transport aérien, étant donné que, alors que ce soit le transport de marchandises ou de personnes, étant donné que sur ce volet-là, il y a un sujet qui divise un petit peu, notamment sur lesquels les acteurs du transport aérien ne sont pas d'accord, et pour cause. C'est ce qu'on appelle notamment les émissions induites fugitives, qui sont la conséquence des traînées d'avions donc à haute altitude, et qui sont de la vapeur d'eau, qui seront prises en compte dans un bilan carbone et qui ne font pas partie des gaz de Kyoto. Or, cette simple différence sur ce poste de transport aérien vous donne un résultat quasi 2 fois supérieur quand il est pris en compte que quand il n'est pas pris en compte. Donc, un bilan carbone qui va calculer votre transport aérien, si vous faites ça dans ce principe-là, vous aurez un résultat qui sera en gros 2 fois supérieur à si vous ne tenez pas compte de cette partie-là. Donc, dans certains cas, c'est quand même pas totalement négligeable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est juste et l'autre qui est faux. Ça veut simplement dire qu'il y en a un qui prend en compte quelque chose que l'autre a décidé de ne pas prendre en compte. Et ce qui, je dirais, nous importe, je le rappelle ici, c'est, encore une fois, on ne cherche pas à savoir si l'entreprise est responsable, d'autant qu'on assimile souvent la notion de responsabilité, surtout sur un sujet de type impact environnemental, entre guillemets, responsable égale coupable. Ce n'est pas du tout ce que l'on cherche à faire, parce que si on restait sur ce registre-là, il est évident que le réflexe naturel de tout un chacun, c'est d'essayer de démontrer qu'il ou elle n'est pas responsable de ceci ou de cela, au sens, ce n'est pas de ma faute. Parce que, et on n'avancerait pas du tout dans le sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'identifier de façon la plus complète et la plus large possible qu'est-ce que l'organisation est en capacité de faire, des décisions qu'elle peut prendre, et qui permettront ensuite
de contribuer à ce que la situation aille dans la bonne direction, la situation globale en termes d'émissions de gaz à effet de serre et même sa propre situation d'un certain point de vue. Et c'est pour ça que le périmètre pris en compte est large, à la fois à l'amont et à l'aval, étant donné que ça permet justement d'identifier un grand nombre de possibilités d'agir sur ces différents flux. De manière très synthétique, les outils bilan carbone sont de deux natures quand vous, justement, vous les utilisez. Historiquement, c'est une boîte à outils faite d'un ensemble de tableurs Excel, un tableur principal et des tableurs connexes qui apportent des fonctionnalités complémentaires. Donc ça, c'est depuis l'origine, ça existe toujours. Depuis maintenant une paire d'années, il existe également une version logicielle. Donc on n'est plus dans une logique tableur, mais plutôt dans un applicatif qui aujourd'hui est uniquement applicatif Windows, qui d'ici peu de temps sera également sous forme applicatif web, avec une base de données, etc. Donc les deux sont, d'ailleurs la version logicielle s'appelle Bilan Carbone Plus pour la distinguer de la version tableur, et les deux étant accessibles, ça c'est sur la question potentielle, c'est comment on peut utiliser le bilan carbone. Il y a un passage obligé, c'est de passer par la case de formation. En clair, c'est que si demain vous vous intéressez, tiens, je voudrais pouvoir utiliser le tableur ou le logiciel bilan carbone, vous vous adressez à l'association bilan carbone donc, qui gère tout ça. Elle vous dira, vous dites, tiens, je voudrais acheter la licence du logiciel. On vous dira, ah non, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Il faut d'abord au minimum suivre le premier niveau et le premier module de la formation. L'objectif étant que ça n'est pas juste un outil qu'on utilise comme ça, c'est qu'il faut bien intégrer toute la démarche, la méthode qui est derrière, histoire que ça a toujours été comme ça depuis l'origine. En fait. Quiconque n'a jamais pu simplement, entre guillemets, acheter le tableur ou le logiciel qui peut être derrière. Donc ça, c'est le principe. Alors, terminons avec finalement, c'est bien gentil tout ça, mais pourquoi se prendre la tête avec faire tout ça, faire un bilan, récolter toutes ces données, etc. À quoi ça va me servir, moi, en tant qu'entreprise, quel que soit mon secteur. Alors, c'est une question récurrente et depuis l'origine, mais sachant que la réponse à cette question, ou les réponses à ces questions, eh bien, sont de plus en plus pertinentes et de plus en plus, présentes. Je vous disais en introduction que moi, je travaille je fais un peu partie des dinosaures, entre guillemets, du bilan carbone. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'évolutions. Au début, on s'adressait prioritairement à des personnes, à la limite, presque militantes, parce qu'ils étaient convaincus des enjeux énergie-climat et elles voulaient clairement engager leur entreprise dans ce type de démarche. Beaucoup d'autres étaient beaucoup plus réservés, on va dire. Mais plus ça va, moins c'est le cas. Et pourquoi? Étant donné qu'il y a plusieurs facteurs et plusieurs éléments qui concourent à ce que les entreprises en particulier s'engagent dans ce type de démarche. Alors, soit parce qu'il y a des contraintes, soit parce qu'il y a des intérêts à le faire. Alors, parmi les contraintes, vous avez des réglementations qui sont de plus en plus présentes. Alors, qui, en général, concernent en premier lieu les grandes entreprises, mais c'est quelque chose qui va ensuite faire effet boule de neige, à savoir que les grandes entreprises vont ensuite solliciter leurs fournisseurs, leurs partenaires, etc., pour également s'engager là-dessus. Alors là, j'ai mis deux acronymes. Alors, je ne sais pas si ça vous parle complètement. Donc, CSRD, qui n'est autre que la directive européenne sur le reporting. Donc, en anglais, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, qui va être mise en œuvre, que je ne dise pas de bêtises, à partir de 2023 dans un premier temps. Et puis, en fait, il y a tout un calendrier sur 3-4 ans. Donc, en clair, au niveau des entreprises européennes, il y a une exigence croissante quant à la nécessité justement de faire le reporting de tout ce qui est extra-financier, et en particulier du volet impact climat ou impact carbone de leurs activités. Donc, ça s'inscrit clairement dans le principe du reporting extra-financier. Et de manière beaucoup plus récente, parce que je l'ai mis en complément là, il y a une communication qui a été faite le 21 octobre dernier. Donc, vous voyez que c'est encore tout à fait frais,
où l'organisme international, donc ISSB, qui n'est autre que, là aussi, c'est la branche Sustainability de l'IFRS, de la fondation IFRS, qui justement réglemente tout ce qui est comptable. Donc, on a affaire à des gens qui sont très, je dirais, carrés par rapport à ça, et qui vient de décider de manière unanime que, justement, les entreprises devaient faire le reporting de leurs émissions sur l'ensemble du périmètre, à savoir scope 1, 2 et 3. Donc, vous avez déjà ce contexte réglementaire qui ne fait que demander à ce que les entreprises aillent justement dans ce type de démarche et en fassent notamment le reporting. Vous avez également, peut-être que c'est déjà le cas selon vos activités, mais je disais à l'instant que les gros donneurs d'ordre, les grandes entreprises, mais également les acteurs publics, font de plus en plus référence à ce type de thématique, à savoir, ils sollicitent des fournisseurs, des prestataires, des partenaires, etc., avec dans leur cahier des charges le critère carbone et le critère climat et le critère exposition aux enjeux énergie-climat, qui est de plus en plus présent et de plus en plus important. Ça peut être le cas, donc, comme c'est mentionné, d'acteurs privés publics dans le cadre d'appels d'offres, mais ça, c'est également de plus en plus le cas de la part d'investisseurs qui voilà justement un angle supplémentaire, un critère supplémentaire pour conditionner ou non les choix d'investissement qu'ils vont faire. Quand une entreprise fait ce type de diagnostic, ça vous donne également des éléments quant à votre exposition à des risques que sont les risques énergétiques et climatiques. Il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous faites un bilan carbone, vous avez généralement, sauf certaines activités, mais pour la grande majorité des entreprises, le poste le plus important sont des émissions dites de CO2 qui sont ni plus ni moins que le reflet de votre utilisation directe ou indirecte d'énergie et en particulier d'énergie fossile. Et dans un contexte où ces ressources énergétiques inévitablement vont aller dans un sens soit de réduction de disponibilité et concomitamment d'une augmentation du coût, ce qui en général marche assez bien, ça vous donne des éléments pour anticiper et vous mettre en position d'anticipation et de réduction de risques potentiels par rapport à ces enjeux-là. D'accord ? Donc, c'est aussi sous cet angle-là qu'il faut le voir. Alors, qui dit enjeu dit également opportunité, c'est-à-dire que vous avez inévitablement de nouveaux marchés, de nouveaux types de produits, voire de nouveaux modèles économiques qui vont clairement dans le sens justement d'un impact réduit en termes de carbone. Donc, tout ça, c'est synonyme d'opportunité potentielle. Hein, on a toujours les deux. De toute façon, quand il y a un risque, il y a toujours une opportunité en règle générale. Donc, il faut aussi le voir sous cet angle-là. Il faut aussi le voir sous l'aspect ressources humaines. Et en particulier, alors je ne sais pas si c'est le cas, là, je n'ai pas fait d'investigation plus avancée que ça, mais il y a une tendance croissante au niveau des nouvelles générations qui sortent notamment des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, des universités, etc., qui, pour une part, sont devenues très regardantes quant à l'engagement des entreprises qu'elles souhaitent rejoindre par rapport à ces enjeux-là, l'exposition au risque énergie-climat des entreprises par rapport à ces enjeux-là. Donc, vous avez peut-être vu ces derniers temps, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a eu plusieurs communications faites, notamment en France, de jeunes diplômés comment dire, de grandes écoles qui posent clairement la question de on n'a pas été formé pour contribuer à continuer à faire fonctionner un système qui démontre que de toute façon, ce n'est pas pérenne et ce n'est pas durable dans le temps. Et ça, c'est un point qui est loin d'être négligeable quand on est dans une recherche de compétences, de talents et même de maintien. Hein, en termes de gestion de ressources humaines, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Le tout étant venant alimenter, bien évidemment, l'image qui est quand même quelque chose de très important vis-à-vis de l'extérieur et surtout une image qui sera honnête et non pas toutes les démarches qui peuvent exister sur lesquelles on peut être largement tenté, qui vont inévitablement tomber dans ce qu'on appelle le greenwashing, d'essayer de démontrer que voilà, nous, ce qu'on fait, c'est super bien, c'est très peu impactant, etc. Attention à ça, parce qu'il y a en général, quand on fait ça, soit c'est parce qu'on fait des manipulations de périmètres, de calculs, etc., pour dire que nous, c'est super bien, et ça ne dure pas très longtemps,
parce que tôt ou tard, il y a une partie prenante qui va vous rappeler à l'ordre en vous disant hey, arrêtez de nous raconter des salades, parce qu'on sait pertinemment que ce n'est pas vrai. D'une manière un peu plus large, vous avez ça rentre dans le contexte réglementaire, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a quand même comment dire, l'accord de Paris de 2015 qui fixe un certain nombre justement d'objectifs en termes de réduction des émissions pour éviter de dépasser certains niveaux de réchauffement de température, mais également d'adaptation et surtout aussi de collaboration internationale. Donc ça reste un cadre. Certes, on est encore loin du compte sur pas mal de sujets, mais ça reste un cadre. Et à une échelle plus européenne, là encore, sans forcément développer plus, vous avez le fameux paquet climat européen qui fixe là aussi un certain nombre de cadres et d'objectifs, que ce soit objectifs de réduction d'émissions, que ce soit modification en termes juridiques, incitation au développement de modèles économiques beaucoup plus vertueux d'un point de vue carbone, et en particulier économie circulaire, économie de fonctionnalité. C'est également, et parce que ça c'est un sujet qui est absolument essentiel, la mise en place progressive de ce qu'on appelle communément une taxe carbone à l'entrée aux frontières de l'Union européenne, tout simplement pour ne pas qu'il y ait du dumping environnemental. Hein. Si on met des réglementations qui sont contraignantes pour les entreprises européennes et qu'il il suffit de sortir de l'Union pour se dispenser de ces contraintes-là, et donc ne pas en supporter les coûts que ça engendre, il est clair qu'il y a un biais inévitable. Donc là, la mise en place de ce genre de système devrait clairement contribuer à tirer tout le monde vers le haut. Et tout ceci avec, bien évidemment, des mécanismes de transition. Ce sont des sujets complexes qui touchent à d'innombrables thématiques, donc je ne développe pas ici, bien évidemment, mais qui constituent le contexte dans lequel on se situe. Donc, pour conclure, tout ça, ça veut dire que pourquoi faire un bilan carbone? C'est pour toutes ces raisons-là. En aucun cas, ça n'est plus, ça a pu l'être un petit peu au début, ça n'est plus du tout le reflet d'une démarche militante visant à contribuer à sauver la planète. D'accord? Parce que, soit dit en passant, la planète, elle s'en fiche un petit peu beaucoup de tout ça, parce qu'elle a je dirais, une notion du temps qui n'est pas la nôtre. Ça s'inscrit dans les temps géologiques. Donc, si vous voulez, la question du réchauffement climatique pour la planète, c'est une affaire qui sera réglée dans 20 à 30 000 ans, étant donné qu'il y aura une nouvelle période glaciaire. Donc, pour elle, ce n'est pas un sujet. Pour nous, par contre, ça l'est clairement, étant donné que ça nous impacte déjà, ça va nous faire continuer à nous impacter dans les années et les décennies qui viennent, nous-mêmes aujourd'hui, ceux qui nous suivent encore plus. Donc, c'est vraiment ce dont il s'agit derrière tout ça. À la base de tout ça, c'est quand même ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Après, il y a des questions de méthode, de réglementation, de référentiel, de tout ce que vous voulez. Mais à la base, tout ça, ça s'inscrit dans l'optique d'apporter des éléments de réponse concrets et à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière, j'espère, assez complète et assez claire.